Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique, marché à thème, consacré ce soir au sujet du capital humain. C'est un thème d'investissement qui est décliné désormais chez Edmond Rothschild Asset Management. Et Aymeric Gastaldi est à mes côtés en plateau pour en parler. Bonsoir Aymeric. Bonsoir Grégoire. Gérant Action Internationale chez EDRAM. Et vous pilotez donc ce tout nouveau fonds thématique, c'est ça, le fonds capital humain d'Edmond Rothschild Asset Management. Quelle est la démarche qui a abouti à la construction de ce fonds? Quelle est la thèse d'investissement quand on parle du capital humain, Aymeric? Alors tout d'abord la démarche, il faut savoir que le capital humain, c'est un sujet qui nous est très cher chez Edmond Rothschild depuis de nombreuses années. C'est un sujet qu'on a décliné dans différentes lignes de métiers. Il nous semblait propice de lancer un fonds liquide, donc un fonds Action Monde dédié à cette thématique. Et c'est un sujet sur lequel nous avons beaucoup écrit également en termes de recherche macroéconomique, économétrique, de par notre chef économiste Mathilde Lemoine. Et c'est quoi les conclusions, justement? Déjà, c'est quoi le capital humain? Et c'est quoi la vertu du capital humain? Et pourquoi est-ce que c'est un thème suffisamment large et profond pour en faire un fonds, comme vous le faites aujourd'hui chez Edmond Rothschild? Alors, très prosaïquement, le capital humain, ce sont les salariés d'une entreprise. Pourquoi c'est une thématique qui nous paraît fondamentale aujourd'hui? La recherche académique a démontré que les entreprises qui investissent dans leur capital humain surperforment sur le long terme. Et quand je dis surperforment, on parle d'un incrément de 3,5% par an. Quand on connaît l'espérance de gain sur les marchés financiers qui se situe entre 6-7% par an, 3,5%, c'est 50% de plus. Donc c'est absolument colossal. Et en fait, cette logique-là, donc, elle a été démontrée à de nombreuses reprises par des papiers académiques. On peut aussi la constater de façon empirique très facilement et l'expliquer. Vous savez, l'entreprise qui investit dans ce capital humain, elle va investir dans les compétences, dans le savoir-faire de ses salariés. Ça va se traduire par des prestations de meilleure qualité et in fine, une capacité à prendre des parts de marché ou à augmenter ses prix, augmenter ses marges et augmenter sa capacité à financer son capital humain. Ouais, je comprends. Bon, dit comme ça, évidemment, c'est très intuitif. Et on se dit, mais tous les gérants devraient investir dans des sociétés qui traitent bien leurs salariés. Sauf que déjà, il faut définir un certain nombre d'indicateurs quand même, j'imagine, des indicateurs de performance. Alors, les quelques indicateurs clés qui vous permettent d'identifier justement une entreprise qui est mieux disante que les autres sur ce thème du capital humain. Absolument. Alors, chez Edmond Rothschild Asset Management, on a développé un modèle propriétaire que l'on applique à chaque entreprise que nous analysons. Et dans ce modèle, nous utilisons une vingtaine de KPI, donc d'indicateurs clés, que sont par exemple l'accès à la formation des salariés, le nombre d'heures moyens de formation par salarié, mais également on va regarder les accidents du travail ou bien encore le turnover des équipes. Ça c'est très très important parce que ça illustre aussi la capacité d'une entreprise à garder ses talents. Donc ça c'est les données quantitatives. On va aussi regarder des données qualitatives avec notamment les enquêtes qui sont réalisées auprès des salariés sur la perception qu'ils ont de leurs employeurs. Et donc, en mixant, en agrégeant toutes ces données, eh bien, on a une vision assez fine, très fine, de la politique de capital humain de chaque entreprise. Et vous trouvez, je ne sais pas, quand on prend un univers d'entreprises de taille comparable, globale, multinationale, vous trouvez des écarts très importants entre des sociétés concurrentes, par exemple, au sein d'un même secteur? Vous n'imaginez pas. Ouais. Absolument. Ouais. Il y a des écarts flagrants, et bien souvent, ces écarts flagrants expliquent d'ailleurs une forte dichotomie de performance entre les bons élèves et les mauvais élèves. On peut regarder en Europe, faut regarder ce que fait Michelin, par exemple, qui est extrêmement ambitieux dans sa politique de capital humain, qui investit énormément dans ses ingénieurs et qui, du coup, aboutit à une innovation qui est inégalée dans le secteur. Eh bien, faut regarder comment le titre performe contre Goodyear ou Pirelli ou Bridgestone sur le long terme, et il n'y a pas photo. Ouais. Comment vous avez construit le fonds? C'est-à-dire, vous l'avez dit, Action Internationale, évidemment, c'est transsectoriel, il n'y a pas de secteur prédéfini pour investir sur le thème du capital humain, mais comment vous l'avez structuré ce fonds justement, Aymeric? Absolument. Alors, c'est un fonds Action Monde, comme vous le dites. Il est structuré sur 2 piliers distincts qui sont équipondérés. Ouais. Le premier pilier, il est cross-sectoriel et on va effectivement investir uniquement dans des entreprises qui sont les meilleurs élèves en termes de gestion de leur capital humain. Donc ça peut être aussi bien des entreprises du secteur de la consommation, des médias ou d'Internet ou de l'automobile, peu importe. Et le second pilier va être investi sur des entreprises qui ont certes une démarche capital humain interne ambitieuse, mais dont le business model consiste à déployer, valoriser, diffuser
du capital humain. Donc typiquement, ça va être des entreprises du secteur de l'éducation. Oui, c'est ça, des boîtes qui fournissent des solutions pour les entreprises qui investissent, qui veulent investir dans le capital humain. Absolument. Et donc là, il s'agit vraiment de ce qu'on appelle maintenant les méga trends, les méga tendances. On sait que les dépenses en éducation, par exemple, progressent chaque année de 5 à 6% par an, quel que soit l'environnement macroéconomique. C'est extrêmement résilient. Que dans cette poche-là, il y a des sous-segments comme la EdTech, donc les technologies autour de l'éducation qui, elles, progressent à plus de 12% par an. Donc il y a vraiment un réservoir de croissance à aller chercher de ce côté-là et qui nous paraît aujourd'hui assez mal valorisé par le marché. C'est quoi des fleurons de la EdTech aujourd'hui dans le monde, Aymeric ? Alors par exemple, il y a un acteur très connu en Chine qui s'appelle TAL Education, qui est le leader du soutien scolaire après cours, enfin après heure de classe. Ouais. C'est une entreprise qui aide 15 millions d'étudiants par an, donc c'est absolument colossal, et qui se démarque par la qualité de son contenu éducatif et également par les prix qu'elle pratique qui sont très bon marché. Parce qu'en fait, il y a un phénomène d'échelle vertueux au sens où c'est un business qui est assez scalable. Et lorsque vous avez les meilleurs professeurs, vous pouvez facilement diffuser du contenu à une plus large base. Du coup, vous pouvez mieux monétiser et du coup réinvestir dans le contenu et créer ce cercle vertueux. Et du côté des entreprises mieux disantes, alors vous avez cité l'exemple de Michelin. Moi, j'avais encore une question. Est-ce que, par exemple, y a un lien entre le niveau de qualification dont vous avez besoin chez vos salariés, par exemple une entreprise, je sais pas, de travaux publics qui a une base de main-d'œuvre qui n'est pas forcément la plus qualifiée. Est-ce que ça va être quand même dans son intérêt de faire très attention à ces sujets de capital humain, au moins autant que dans une entreprise de services informatiques, par exemple, où là, on sait qu'il y a une intensité concurrentielle très forte et qu'il faut attirer en permanence des talents. Est-ce qu'il y a quand même, entre les secteurs, des différences quand même ? Alors, des secteurs moins représentés que d'autres, on va dire. Nous représentons tous les secteurs. Cette approche, elle se vérifie, la pertinence financière de cette approche se vérifie dans tous les secteurs. C'est-à-dire que même dans les secteurs dans lesquels le niveau de qualification moyen est peut-être moindre que dans d'autres, l'enjeu humain reste fondamental. Si vous avez un turnover très élevé, par exemple, même si c'est un niveau de qualification bas, ça sera forcément un désavantage par rapport à vos concurrents. Là encore, la recherche académique a été très prolixe sur le sujet. Donc vraiment, nous pouvons décliner cette approche dans tous les secteurs. Et c'est pour ça d'ailleurs que le fonds est très équilibré en termes géographiques certes, mais sectoriel également. Est-ce que alors, le télétravail ou la nouvelle manière de travailler, là, c'est un enjeu sur lequel ça va être un enjeu important pour vous à suivre, là, en tant que gérant de ce fonds, la manière dont les entreprises vont proposer ou non des solutions, des options à leurs salariés. Et on a l'impression qu'il y a deux chemins un peu divergents. Hein. Il y a des boîtes qui disent remote forever, pas de problème, je suis prêt pour ça. Et puis, il y a des banques américaines, par exemple, la Citi, qui sont en train de dire non, et là, il faut revenir maintenant. Alors, c'est un vrai enjeu. Je ne prendrai pas le pari de savoir à quoi ressemblera le monde du travail demain ou après-demain. Ce qui est vrai, c'est que cet enjeu, en fait, il découle de la crise qu'on a connue, cette crise du Covid qui a agi vraiment comme une sorte de crash test sur la politique RH d'entreprise. Et quelque part, cette période que nous vivons aujourd'hui, elle tend à crédibiliser, à légitimer notre approche, ayant pour filtre principal la politique RH d'une entreprise. Ça remonte à un crash test et donc on voit effectivement les comportements. Et vous dites qu'il n'y a pas de bonne manière. Remote ou pas remote, pour vous, c'est pas le sujet. C'est pas forcément le sujet aujourd'hui. Le sujet, ça va être comment l'entreprise va permettre à ses salariés d'être bien et de retenir ses talents. Et si être bien, ça peut être, pour certains salariés, être à 100% télétravail, ça les regarde. Mais quelque part, c'est des micro-phénomènes. Nous, ce qu'on va regarder vraiment, ça va être l'agilité de l'entreprise à gérer son capital humain de la meilleure des manières. Bon, le fonds est donc tout récent, je le disais. L'objectif en termes de rendement, de performance, là, comment vous le fixez par rapport à quel indice de référence, Aymeric ? Alors, l'indice de référence, c'est le MSCI ACWI, donc c'est le MSCI Monde qui inclut les pays émergents. Ça nous paraissait très important d'avoir les pays émergents puisque c'est plus de la moitié de l'humanité. Donc, dans un fonds capital humain, il y a une certaine cohérence. Et on comprend que la partie EdTech est tournée vers l'Asie aussi. Exactement. Sur la partie performance, du coup, c'est notre benchmark. Nous, ce que l'on vise, c'est de surperformer sur la durée avec un impact sociétal positif. Chiffrer la surperformance, c'est assez compliqué. Ce qui est vrai, c'est que la recherche académique a fait beaucoup de travaux dans le domaine. Je vous citais le chiffre qui vient du professeur Alex Edmans qui parle de 3,5% par an. D'autres études, notamment JP Morgan a sorti une étude récemment, induit un chiffre pas très loin. Nous
nous ne promettons pas ça, nous nous engageons à tenter de surperformer sur la durée et tout au long du cycle économique. Merci beaucoup, Aymeric, d'être venu nous parler de ce fonds et de ce thème, surtout, ce thème du capital humain, très intéressant. Et c'est un vrai thème profond. C'est un thème qui est décliné donc, chez ce fonds désormais dans la gamme Edmond Rothschild Asset Management. Aymeric Gastaldi, qui était à mes côtés en plateau pour en parler, gérant action internationale chez Edram. Voilà pour Smart Bourse ce soir. On se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bismart.